Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Sur ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Romain Millet, PDG de Millet Mountain Group. Bonjour Romain. Bonjour, toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hello. Alors, pour démarrer cet épisode, on va parler de toi petit. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs dans ton enfance de la tournure qu'a pris ton parcours et ta carrière professionnelle ? Oui, il y en a eu plusieurs. Le premier, vous l'avez sûrement noté, je porte le même nom de famille que celui qui est sur nos produits, donc naturellement, il y avait une forme d'atavisme de mon côté. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents avaient développé une entreprise développée par mes arrière-grands-parents qui s'appelle Millet. Ils étaient passionnés de montagne, donc je le suis devenu. Donc gamin, je faisais beaucoup de montagnes à leur côté. Et parallèlement, l'entreprise avait été vendue par mon grand-père juste avant sa retraite, donc j'ai vécu une belle histoire de montagne aux côtés de mon grand-père qui me racontait ces épopées avec des gens qui s'appelaient Walter, Reynolds. J'avais absolument aucune idée de qui c'était, et puis finalement il se trouve que c'était des grands noms de l'alpinisme. Donc j'ai vécu au milieu de tout ça. J'ai encore ces souvenirs d'enfance. D'une part, donc la passion de la montagne, dit autrement, et vous l'avez aussi compris, l'entreprise avait été vendue, elle n'appartenait plus du tout à la famille quand moi je suis né. Et donc j'ai toujours eu dans un coin de tête avec mon oncle que une belle histoire pourrait se réécrire. Il y avait une chance infime, que cela puisse se produire. Mais on a eu un peu de chance, on l'a probablement un peu provoqué, mais on a réussi à racheter l'entreprise. Donc voilà, j'avais aussi dans un coin de tête l'idée qu'il fallait remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et alors, comment ça s'est passé entre petit Romain et le rachat de l'entreprise ? Il s'est passé plein d'étapes, est-ce que tu peux nous les raconter ? Oui, c'est pas parce que je m'appelle Millet que naturellement je pouvais créer de la valeur pour nos salariés, pour nos stakeholders. C'était évidemment pas écrit ainsi. Et donc il a bien fallu passer par une petite étape d'éducation et un bout de carrière professionnelle. J'ai fait l'ESCP, c'est une école de commerce à Paris. À ça, j'ai eu une première phase dans ma carrière où j'étais service provider. En gros, j'ai été banquier d'affaires, j'ai fait du conseil en stratégie. J'ai eu une seconde phase à l'issue d'une rencontre, comme pas mal de consultants. J'avais envie de faire autre chose et en même temps, j'étais éligible pour tout, mais il y avait toujours quelqu'un de meilleur que moi. Soit parce qu'il était spécialiste d'une industrie, soit parce qu'il était spécialiste d'un métier. Moi, j'étais trop généraliste. Et en plus, élevé dans une école de commerce et dans un cabinet de conseil, d'une certaine manière, on est curieux, on a envie de tout faire. Et donc, c'est très dur de faire des choix. J'avais une incapacité à faire des choix. Et du coup, la meilleure façon de provoquer ce changement, ça a été de rencontrer des gens. Et parmi ces gens, il y avait le président du groupe La Fuma à l'époque, qui s'appelle Philippe Joffard, et qui m'a proposé de le rejoindre au moment où ce groupe, à l'époque, rachetait Oxbow, qui était une marque de surf, et constituait un gros groupe d'outdoor français. Et c'est comme ça que je suis rentré, quelques mois comme patron de l'organisation et de la stratégie. Bon, c'est un peu pompeux, j'avais 26 ans. Concrètement, j'étais une sorte de directeur de cabinet et j'étais là pour faire gagner du temps à Philippe. Et ça a été un moment merveilleux pour moi. Et puis, progressivement, j'ai évolué dans le groupe. Grâce à lui, j'ai été directeur marketing d'Oxbow. J'ai ensuite dirigé l'international pour le groupe. Et puis, moment très marquant pour moi, ça a été la direction générale avant 30 ans d'une magnifique marque de bottes en caoutchouc qui s'appelle Le Chameau, qui fait des bottes à la main au Maroc, historiquement en Normandie. Et ça a été un moment formateur. Vous le comprenez sûrement à travers ces lignes aussi. Ce que je vous dis, à chaque fois, j'ai été en charge de gens plus vieux que moi. Et c'est aussi un moment assez fondateur parce que finalement, vous pouvez pas vous imposer par une expérience ou un savoir. Par définition, vous en avez pas, ou moins que ceux qui vous entourent. Et du coup, il faut être crédible, probablement un peu exemplaire. Donc cette époque-là, cette deuxième phase, elle m'a fait beaucoup de bien.
Et puis on a eu la chance de réussir avec le chameau et du coup à un moment ça a attiré les investisseurs et on a fait un LBO avec un fonds d'investissement anglais. Entre nous, c'était quand même pas le meilleur moment de ma carrière. J'étais assez désaligné avec ces gens, mais il se trouve que c'était quand même pas si mal pour Groupe La Fuma et pour le chameau. Je les ai quittés au bout de quelques années et pour entamer une deuxième phase dans ma carrière, très fondatrice aussi, en tout cas qui complétait mon profil, qui était du retail. Et j'ai eu la chance d'aller à Saint-Malo, rejoindre une autre famille. Vous l'avez compris, je suis assez à l'aise dans un environnement familial. Et cette famille, c'est la famille Beaumanoir, qui sont des entrepreneurs incroyables à Saint-Malo et qui ont créé un groupe qui s'appelle le groupe Beaumanoir et qui est une machine de guerre de supply chain et de retail en France notamment, mais aussi en Chine. Et du coup, je suis rentré comme patron d'une de leurs marques, assez proche de Roland Josselin et de leur DG qui s'appelle Jérôme Briano. Et pareil, ils m'ont fait confiance. On a eu plusieurs étapes. Je suis resté 2 ans et demi à Saint-Malo et puis ensuite ils m'ont envoyé en Chine, à Shanghai. Donc je parlais pas chinois, je connaissais rien à la Chine. C'est un monde un peu différent. Enfin, c'est pas la même chose de s'expatrier à Bruxelles que de s'expatrier à Shanghai. Et en fait, ça a été incroyable. Et j'y ai passé 5 ans. On y est. C'est avant tout un projet de famille d'ailleurs, avant d'être un projet professionnel, d'aller vivre aussi loin. Il faut évidemment s'y intégrer. Mais ça a été un moment vraiment important pour moi. Donc faire du retail, spécifiquement en Chine, dans un autre monde. Un monde en croissance. Moi, je suis d'une génération chômage sida. Hein, c'est globalement ce qu'on m'a enseigné quand j'étais petit. Évidemment, c'était pas ça côté chinois. Donc, pareil, ça casse complètement les codes et ça crée plein de, je crois, de qualité, notamment d'exécution, du 20-80, enfin plein de concepts qu'on peut entendre. Mais moi, je les ai expérimentés et c'était passionnant. Et puis après Beaumanoir, j'ai rejoint le groupe LVMH. Donc là, je suis passé de la fast fashion à ultra luxe, cette fois-ci pour vendre des montres. Et j'étais le président de Tag Heuer, enfin plus globalement de l'horlogerie pour l'Asie, sauf le Japon. Alors, concrètement, principalement la Chine, et toujours basé à Shanghai. Et c'était une super aventure. J'avais la chance de travailler avec un des fils de Monsieur Arnault qui s'appelle Frédéric Arnault. Mais je les ai quittés très rapidement, au bout d'1 an, et sincèrement pour une seule et unique raison, qui est celle qui m'anime encore aujourd'hui, hein, qui était de remettre l'église au milieu du village et d'essayer de racheter Miel. Voilà. Mais sinon, je pense que j'aurais pas eu, j'y serais toujours. C'était un moment génial. Donc, en gros, entre quand j'étais petit et quand je suis aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs. Et à chaque fois, c'est très empirique, hein, ça semble extrêmement construit, rationnel, comme un plan de carrière, tel qu'on voulait l'enseigne à l'ESCP, mais c'est faux. Ça s'est passé souvent par hasard provoqué, une intuition. Finalement, tous ces changements, ils se font ainsi, des rencontres. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis de me rendre plus fort. Et je suis pas certain que j'aurais pris la direction générale de Millia Mountain Group il y a 15 ans après le chameau. J'étais convaincu que c'était le bon moment 15 ans après avoir fait du retail, après avoir vécu à l'international. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de Millia Mountain Group, de son origine à aujourd'hui, et de faire un petit focus sur le moment du rachat? Comment ça s'est passé également? Comme on n'a pas beaucoup de minutes, hein, parce que je pourrais besoin d'en parler pendant les 48 prochains jours, mais je vais m'arrêter sur quelques minutes. C'est une entreprise qui a été créée en 1921 par mes arrière-grands-parents, Marc et Hermance Millet. Ils venaient de La Rosière, enfin précisément d'un petit village qui s'appelle Montvalzan à côté. J'insiste sur c'est toujours important d'avoir un ancrage pour une marque, de savoir vraiment d'où on vient, un lieu. Donc ils venaient de Montvalzan, c'est un petit village à côté de La Rosière, à une époque où vivre en montagne c'était un problème. Vous n'aviez pas d'argent, c'était difficile. Enfin, il n'y avait pas encore l'or blanc de l'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale. Donc globalement, les gens descendaient des montagnes et allaient travailler dans des usines. C'est ce qui leur est arrivé. Ils sont allés travailler près de Pierre-Bénite à Lyon. Je pense qu'on est tous rentrés par le sud de Lyon. On voit à peu près cet endroit, pas nécessairement magnifique. Ils ont travaillé à l'usine là, ils ont appris à faire des sacs et des sacs à provision. Pareil, il faut remettre ça dans un contexte. À l'époque, il n'y a pas de sacs plastiques, il n'y a pas de supermarché. Vous allez chez l'épicier du coin et vous repartez avec vos mains pleines de fruits et légumes. Ils ont eu l'idée de créer des sacs à provision, c'était pas débile. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et tous les deux avec leur petite épicerie et leur sac à provision. Et puis mon grand-père puis son frère sont nés. Il y a eu la Première Guerre mondiale entre les deux. Ils sont nés et donc en gros assez rapidement ils étaient 4 dans l'aventure. Ils ont passé le brevet des collèges et puis après ils ont travaillé avec leurs parents comme ça se faisait à l'époque. Là encore, faut remettre ça dans le contexte. Donc ils sont 4. Mon arrière-grand-père décède après avoir été gazé durant la Première Guerre mondiale et on se retrouve au début des années 30. Donc environnement géopolitique pas hyper facile avec une femme, ses 2 enfants de 14 ans. Et quand vous êtes une femme dans les années 30, vous n'avez pas le droit d'hériter d'une entreprise, vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez pas voter. Enfin, c'était il y a 90 ans. Enfin, on a l'impression que c'est normal, mais il y a des gens encore sur cette planète qui ont vécu ça. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme qui est incroyable. On parle souvent des frères Millet, mais on oublie très souvent Hermance Millet, qui est probablement le personnage le plus important de toute l'histoire. Et en gros, par amour pour ses enfants, elle a trouvé un tuteur qui un mâle, hein, vraiment au sens propre, homme du terme, pour être garant au départ de l'entreprise jusqu'à la majorité de ses enfants. Et en gros, juste avant la guerre, ils ont commencé
à faire des sacs ensemble avec en étant propriétaire sans le tuteur. Et à ce moment-là, la montagne en gros, il y a eu les congés payés, les vacances, et à un moment, on a commencé à aller en montagne. Et c'est comme ça qu'en fait, l'entreprise est passée d'une entreprise de sac à provision à une entreprise de montagne. Mon grand-père était passionné de montagne. Et quelques coups marketing incroyables, type l'équipement de l'Annapurna. Le premier homme au-dessus de 8000 mètres, ce sont des Français. À l'époque, c'était des épopées nationales, comme dans Indiana Jones. Je sais pas si vous voyez les Américains, les Allemands, etc. C'est la même histoire. Et ils ont équipé la Chenal et Herzog qui sont allés en haut de l'Annapurna. Et c'est ce qui a commencé l'histoire. Et on a fait le choix à ce moment-là de se concentrer sur la montagne. On a fait des sacs à dos jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à employer plus d'une centaine de personnes à Annecy dans une usine. On fabriquait à Annecy. Et puis ensuite, ils ont vendu au milieu des années 70. Du fait de tout ce que j'ai expliqué, d'une certaine manière, ils arrivaient au bout de l'histoire, ils avaient un succès pas possible et ça leur faisait peur en fait que l'entreprise grossisse plus. Donc ils ont vendu et l'entreprise est sortie de la famille. Et puis après c'est passé de main en main. C'est facile de refaire l'histoire comme ça, mais bon, c'était pas les meilleures périodes des années 80 et 90 jusqu'à 95 quand l'entreprise a été rachetée par la Fuma au gré du tribunal. Après 2 dépôts de bilan quand même pour Millet. Et c'est grâce à la marque la Fuma que Millet a pu repartir et notamment grâce à des usines. Voilà, ça c'est l'histoire. Et nous on l'a racheté en 2022 avec mon oncle Jean-Pierre. Voilà, après une longue histoire que je vous passe, mais en gros on a réussi à le faire. L'entreprise aujourd'hui, c'est 700 personnes, 2 marques, Millet et la Fuma. Notre mission, c'est d'équiper chacune et chacun pour vivre un rêve en montagne. J'insiste un peu sur le chacune et chacun parce on adore la montagne tous, mais on n'a pas tous les mêmes rêves. Un Coréen n'a pas le même rêve qu'un guide de haute montagne à Chamonix en montagne, mais dans tous les cas, on rêve de montagne. Donc ça, c'est ce qu'on fait, et notamment garantir votre sécurité en montagne pour que vous puissiez en profiter pleinement, l'esprit sain. C'est ce qui nous accompagne depuis une centaine d'années. On a la particularité d'être présent dans pas mal de pays, mais aussi d'être industriel, on l'est resté. Pareil, dans les années 2000, on nous enseignait à l'école qu'il fallait surtout ne plus avoir d'usine. C'est l'histoire à Alcatel, les consorts. Nous, on a gardé cette compétence industrielle et aujourd'hui encore, on produit 50% du textile dans nos propres usines, dans le bassin méditerranéen, en Tunisie et en Hongrie. Ça fait quelques années, très peu finalement, que tu es à la tête de Millet Montagne Group. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu as repris la société ? Ce qui m'a, et je le dis vraiment en toute sincérité, c'est assez personnel d'ailleurs, j'étais dès le premier jour extrêmement bien dans l'entreprise. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans et que moi, tous les 3 ans, normalement, j'ai la bougeotte et je cherche un nouveau job, toujours aussi bien. Et je pense que le fond des choses, en y ayant pas mal réfléchi, ce sont les valeurs du groupe. Et c'est qu'en fait, ce sont les mêmes valeurs que celles qu'on m'a enseignées gamin. Parce que c'est finalement les valeurs de notre famille et c'est celles-ci qui ont, je crois, été incarnées par mon grand-père, son frère, mon arrière-grand-mère. Et puis, c'est passé de génération en génération, mais on n'a pas perdu ces valeurs ou cette culture. Je crois que c'est aussi ce qui explique la raison pour laquelle l'entreprise a passé les générations. C'est très dur de recruter des nouveaux clients, dit autrement. Et on voit un certain nombre d'entreprises que nous, on a pu avoir quand on était gamin, qui ont disparu aujourd'hui, qui pouvaient nous habiller, par exemple, ou nous nourrir. Et parce qu'elles n'ont pas passé ces étapes. Et je pense qu'une des raisons, c'est souvent les valeurs et la clarté de la mission que vous donnez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me marque encore aujourd'hui. C'est épatant. Et c'est tout mon enjeu d'ailleurs pour les 100 prochaines années. C'est de garantir cette pérennité, donc d'incarner ces valeurs, j'espère. Ces valeurs et cet ADN. Avec un parcours pro quand même dense, riche, tu as dû avoir pas mal d'anecdotes assez folles ou croustillantes que tu as pu vivre. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes, nous en raconter 2 ou 3? Ouais, peut-être 2. Une assez récente, mais justement, quand on a repris l'entreprise, on est allé voir Reinhold Messner, donc, qui est le premier alpiniste à avoir fait les 14-8000. C'est un Italien qui vit dans le nord de l'Italie. Personnage emblématique de l'histoire de l'alpinisme. Et en allant le voir, il nous a raconté comment il avait été, comment sa carrière avait débuté. Il était extrêmement proche de mon grand-père parce que celui-ci l'avait repéré au milieu de nulle part. En gros, c'était un Allemand qui dormait dans un camping-car à Chamonix, qui avait 18 ans, mais qui s'était fait remarquer de un ou deux gardiens de refuge parce qu'il semblait assez fort. Et en fait, le gardien de refuge, à chaque fois qu'il voyait des gens de ce type, téléphonait à mon grand-père en lui disant, mais tu devrais aller l'équiper. En gros, il grimpe avec la moitié d'un sac à dos et une jambière. Il mériterait d'être en Millet. Et en fait, l'histoire commence comme ça. Et à chaque fois, ça devient une histoire avant tout humaine, qui depuis est devenue une histoire de communication et de marketing. Mais elle a commencé par aider ce jeune de 18 ans. Et quand Messner te raconte ça, tu te dis ouais, c'est quand même inspirant. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire récemment. Moi, j'ai beaucoup appris de cette histoire et j'essaie de le refaire encore. Je peux vous le citer à plusieurs exemples. On sponsorise depuis 2-3 ans
un glaciologue franco-suisse qui est extraordinaire, qui s'appelle Jean-Baptiste Bosson, dont l'association s'appelle Ice and Life, et que j'ai rencontré totalement par hasard dans un forum de l'OSV, l'Outdoor Sport Valley. Et j'ai écrit je suis allé sur son site web, puis j'ai cliqué sur contact, et puis j'ai écrit un message en lui disant que j'avais trouvé ça bien, mais voilà, en passant par la porte normale plutôt qu'aller chercher des pistons, je ne sais pas, ou des contacts. J'ai fait la même chose avec Charles Duboulot, qui est peut-être l'alpiniste français le plus connu aujourd'hui. Pareil, je lui ai écrit sur Instagram en lui disant que ce qu'il faisait me rappelait plein de choses que mon grand-père avait pu me renseigner. Voilà, donc ce type d'anecdote, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'il faut tirer de ce que je dis, c'est quand même c'est une intuition et de l'humain qui font les choses. Bien sûr, l'IA, ça peut faciliter. Bien sûr, il y a plein de moteurs, mais à la fin il faut quand même sentir les choses et savoir les déclencher avec un peu d'émotion, quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et un autre exemple totalement différent en Chine, qui m'a toujours frappé. À chaque fois qu'on faisait un projet en Chine, on passait du temps à le briefer. Très rapidement, au bout d'un mois, les Chinois s'arrêtaient. Quand moi, donc on avait fait, on avait délivré 80% du projet. Donc moi, comme en bon français, je voulais absolument garantir les 100% de l'étape du projet. Donc voilà, et là on devait franchir les 20 derniers pourcents qui sont les plus difficiles. Et nous, dans notre culture française, pour pas faire d'erreur ou pas éviter l'échec, moi, de mon point de vue, il fallait encore passer 6 mois pour faire les 20 derniers pourcents quand on avait passé un mois sur les 80. Et les Chinois, à chaque fois, me disaient stop it, on s'arrête là, on a fait 80%, c'est super, on passe à autre chose. Et on verra bien ce qui se passe. Et je trouvais ça dingue. Et en fait, ils ont raison. Voilà. Et sur la Chine, je pourrais vous en raconter plein, mais certaines sont plus personnelles, donc je les passe. Je te remercie d'avoir partagé l'anecdote avec Jean-Baptiste Bosson. Pour les personnes qui nous suivent, allez voir sur le site d'Outdoor Sports Valley parce que la conférence que tu évoques, qui a été faite en 2022 ou 23, si mes souvenirs sont bons, elle est disponible et elle est juste génialissime, à la fois par sa simplicité, par sa clarté, le caractère percutant et hyper touchant. Donc vous allez passer 20-25 minutes, c'est une claque et c'est une belle claque. Merci de l'avoir mentionné. Et c'est pas effrayant et c'est positif. Complètement positif. Les solutions, c'est agréable. Alors, si tu regardes un peu ton parcours dans sa totalité, est-ce que tu aurais fait une grosse erreur et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Ouais, il y en a eu plein. Il y a eu un moment en Chine, je l'ai pas dit, mais l'entreprise que je dirigeais en Chine avant LVMH, on était 10 000 dans l'entreprise. C'était une des grosses entreprises enfin, c'était assez discret, mais en fait, on était vraiment très nombreux. Et j'étais pas armé, à la fois politiquement, personnellement, parfois. C'est-à-dire qu'à un moment, le succès vous monte à la tête, quoi. Et j'aurais dû me protéger plus, parfois. Il y a eu des moments où j'ai pas explosé en vol, mais je sentais bien quand même que c'était très limité. Et je pense que je l'ai très bien trouvé d'ailleurs. J'en ai tiré une bonne leçon en venant ici à Annecy où je gère beaucoup mieux mon équilibre personnel, professionnel. Et là, à la fin, je le gérais plus vraiment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je les ai quittés. Et je pense que c'est un élément. Enfin, c'était une vraie erreur. Voilà, de me laisser un peu bouffer par. Je sais pas très bien si c'est le travail, l'ambition, l'ego. Je saurais jamais trop trouver les bons mots, mais ce que je sais, c'est que ça me déséquilibre. Et ça, c'est, je pense, une grosse erreur. Et à contrario, quelles sont les réalisations que tu considères comme étant des accomplissements, des grandes fiertés, des grandes satisfactions? Il doit y en avoir quelques-unes là. Il y en a une évidente, hein. Il y en a une évidente et qui nous en a fait pleurer d'ailleurs, qui est ce rachat de l'entreprise. Enfin, c'était un rêve impossible. Je vous ai passé les étapes, mais il y avait vraiment zéro chance qu'on rachète la boîte. Et y arriver par abnégation, par évidemment un coup de chance, mais on l'a provoqué quand même. Ça a été un vrai moment d'émotion. Et j'ai une chance folle et tout le monde n'a pas cette chance-là quand on travaille, mais c'est d'avoir donné du sens à ce que je fais tous les jours. Et ça, enfin voilà, je le souhaite à tout le monde. Enfin, c'est vrai. Tous les jours, c'est un vrai bonheur. Et ça se traduit d'ailleurs par un élément qui est que à aucun moment je prends une décision qui me concerne. Je prends une décision pour mon ambition personnelle. Aucun moment. Avant, oui, enfin tout le monde le fait. Enfin, voilà, c'est naturel. Plus du tout. Et je pense que c'est parce que j'ai trouvé du sens. Donc ça, c'est un vrai accomplissement. Voilà, le plus évident, c'est celui-ci. J'essaye de me représenter le jour où vous avez signé, l'encre est sèche et t'as les clés et tu rentres dans ton bureau pour la première fois, où tu mets les pieds probablement pas la première fois dans l'entreprise parce que vous avez certainement dû y aller, mais c'est quand même pas la même chose quand t'es chez toi et que c'est la première fois que tu y viens, quoi. L'émotion que ça a dû être. Ouais, il y a eu peut-être deux moments. Pour l'entreprise, comme dans tout process de M&A en France, tu dois informer le comité social et entreprise, puis plus globalement les employés. La réaction du corps social était très émouvante. Non pas qu'ils nous applaudissaient enfin c'était pas ça l'objectif, mais l'objectif c'est qu'ils étaient contents
ça se sentait, il sentait bien que la boîte, elle était mise en vente, savait pas très bien ce qui allait se passer. Évidemment, tout le monde se projette dans voilà. Cette réaction-là, ça nous a donné beaucoup de confiance dans l'avenir, parce qu'à la fin, nous, on fait rien sans eux. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et l'autre point qui est beaucoup plus personnel, très personnel, moi, j'ai malheureusement eu beaucoup de deuil dans ma vie, notamment mes parents, notamment mes grands-parents. J'ai pas pu m'empêcher de penser à eux à ce moment-là. Je me suis retrouvé seul. Enfin voilà, c'était un moment très fort pour moi, personnel. Alors bon, tout ça, c'est effectivement très fort dans la vie d'un homme et dans la vie d'un professionnel, mais c'est pas toujours les arcs-en-ciel et les cœurs. On n'est pas dans le monde des bisounours. Qu'est-ce qui du coup, te fait tenir dans les périodes plus difficiles? Où est-ce que tu vas puiser ta motivation? Déjà, l'équilibre est très important, parce que d'une certaine manière, tu te retrouves moins en difficulté quand t'es équilibré. T'as moins de chances d'être déséquilibré. Donc moi, je retrouve vraiment ça, c'est-à-dire à la fois vivre dans un endroit que j'adore, trouver une famille heureuse, enfin bref, faciliter les choses. C'est vraiment un moment important pour moi, ça. Ensuite, j'ai une chance, c'est qu'on passe notre temps à se projeter à 100 ans. Bah, c'est génial, ça. Donc en gros, je n'ai pas de mauvais stress, j'ai pas de stress inutile, il faut que je convainque mon boss qui lui doit convaincre son autre boss, qui doit convaincre son boss d'un truc à court terme, parce que le trimestre, sinon, on va pas le faire. Jamais on a ça. Je l'ai eu 20 fois dans ma carrière auparavant. Je l'ai plus. Et donc, une réflexion long terme sur, moi, les seules choses qui nous animent, non, c'est fou de le dire ainsi, mais 2 choses qui nous animent vraiment, qui sont fondatrices pour l'entreprise, c'est la marque et sa désirabilité. Toujours dans cette idée de recruter demain des clients. Et l'impact de notre entreprise, parce que cet environnement, il change, et si on se projette dans 100 ans, notre business se fera plus du tout de la même façon et plus dans le même environnement. Et donc, on est obnubilé par ça. Et donc, en fait, dans les moments difficiles, la démission de quelqu'un en qui tu comptais beaucoup, un problème dans l'usine, enfin un marché que tu perds, enfin il y a plein de trucs comme ça arrive régulièrement. Mais d'une certaine manière, on se projette toujours aussi dans cette vision long terme et avoir cette capacité à planifier court long terme, d'ailleurs que les Chinois font très bien. Je trouve que c'est aussi un bon moyen de passer les difficultés et en tout cas de mesurer l'impact de cette difficulté ou est-ce que c'est vraiment difficile? Ce qui te semble être difficile, est-ce que ça l'est vraiment au regard de ton ambition? Voilà, donc un peu tout ça. Est-ce que dans ta vie perso ou pro, il y a un conseil qu'on t'ait donné et qui t'a marqué et que tu estimes que c'est un peu ton mantra, le meilleur conseil que tu aies pu recevoir? En Chine, beaucoup la curiosité. C'est vraiment un truc je sais plus qui m'avait dit ça. Un Chinois, pour quelqu'un qui était au conseil d'administration à l'époque, peu importe, qui m'avait dit dans la vie, ce qui est important, c'est d'être curieux. Et je crois que c'est fondamental en fait. Et ça l'est d'autant plus dans le monde dans lequel on vit où on est targeté, enfin vous voyez très bien à ce à quoi je fais allusion, où finalement on perd en spontanéité et en surprise. Et je crois qu'il faut savoir les provoquer, ces surprises, et avoir cette curiosité, sinon on se construit pas. Voilà, donc ça, vraiment ça. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu as donné par le passé qui a été le meilleur conseil reçu pour quelqu'un, ou si tu ne l'as pas, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner? Ah bah le même, alors exactement ce que je viens de dire. Enfin, moi ça m'a fait un bien fou, ouais, vraiment. Je prends un exemple tout bête, je sais pas s'il y a des auditeurs anciens, mais toujours étonné quand j'entends des étudiants d'Annecy me dire moi de toute façon ce qui est important là, c'est que je reste à Annecy parce que je suis vachement bien à Annecy et puis je trouverais bien un boulot à Annecy. Ben non. Enfin moi je suis né à Annecy, donc je peux en parler facilement. On peut y revenir du coup. On a le droit d'y être né, d'y être heureux et d'y revenir, mais se limiter à un an. Je prends l'exemple d'Annecy parce que ça me parle régulièrement, mais ça pourrait être ailleurs. Je crois que c'est fondamental d'aller découvrir le monde, d'aller se balader un peu et de revenir à un endroit où on est bien et dans son ancrage. C'est peut-être là où on est né, c'est peut-être un autre, mais il faut bouger, quoi. Voilà. Ça me semble fondamental. Ouais, ça me semble vraiment important. Les industries du tourisme en montagne et surtout des sports outdoor, elles ont énormément évolué ces 10 dernières années. Quels sont pour toi les changements qui t'ont le plus marqué? Je continue sur le fil rouge de la curiosité. D'un point de vue de pratique, je suis très heureux que la montagne ne se résume plus à une semaine en février de ski alpin. Parce qu'il y a tellement de trucs géniaux à faire. Et je suis du coup, parfois on est contraint et forcé à aller vers ça. On le voit bien, des stations de sport d'hiver qui sont obligées de se réinventer, mais en fait c'est génial. C'est génial de passer une semaine de vacances où vous faites du ski de rando, du ski des raquettes. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'a marqué parce qu'il y a 15 ans, moi quand j'étais gamin, je faisais du piquet, quoi. Et c'était voilà, on faisait du piquet, c'était ça. Aujourd'hui plus du tout. Les enfants ils rêvent de faire du ski de fond, du ski alpin. Donc voilà, sur la multipraticité et la polyvalence qui est derrière. Je pense que c'est un truc assez fort. Et à l'inverse, je suis frappé quand j'ai oublié de le dire, mais on a une grosse filiale au Japon, c'est notre 2e pays. Et quand je vais au Japon, je suis aujourd'hui frappé de prendre le métro et de voir des Japonais qui sont avec des baskets, un sac à dos, potentiellement un t-shirt. Il y a 15 ans, ils étaient tous habillés de la même façon, un costume noir, une chemise blanche et une mallette d'auditeur. Et je me dis, c'est fou comme les produits d'outdoor,
enfin globalement, sont considérés comme plus confortables, sont désormais tolérés au bureau et du coup sont portés. Et c'est frappant évidemment avec les sneakers, enfin la mode du sneakers, mais ça dépasse le sac à dos qui est une catégorie fondamentale pour nous, structurante. C'est fou comme il est rentré dans le... Baladez-vous dans un aéroport, c'est incroyable de voir ce que les gens portent sur leur dos. Ils ont tous un sac à dos. Voilà, ça c'est nouveau. Voilà, donc je parle de trucs qui me concernent précisément, mais c'est deux choses qui m'ont marqué. Et comment tu vois les choses pour l'industrie du tourisme et des sports outdoor pour les 10, voire les 100 prochaines années, puisque vous avez une vision stratégique à 100 ans? Ouais, c'est vachement dur. On fait du design thinking. D'ailleurs, j'encourage les chefs d'entreprise à le faire. C'est vachement intéressant de se projeter en 2050 pour réfléchir à ce qu'on devra amener à ce moment-là dans ce contexte de marché. Je referme la parenthèse. Je participe en ce moment à la convention des entreprises pour le climat, la CEC, dans les Alpes. Je suis frappé d'un certain nombre de choses, mais une qui m'a beaucoup marqué, c'est une conférence d'un neurochirurgien, bref, de quelqu'un qui s'occupe du cerveau, qui nous démontrait que aujourd'hui le sujet du réchauffement, enfin globalement de la problématique climatique et de ce défi auquel on doit faire face en tant qu'humain, qui est probablement le plus gros de tous, on savait très bien scientifiquement ce qui se passait. Donc c'est pas un sujet de science, de science physique. On sait exactement ce qui se passe. Ni science naturelle, ni science physique. C'est un sujet de science sociale. Parce qu'en gros, on n'arrive pas à bouger. Le cerveau ne se considère pas en danger encore. Et pendant le Covid, on a su s'enfermer, mais on est face au défi de l'humanité et on n'arrive pas à bouger. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que un des défis fondamentaux auxquels on devra faire face demain et qui du coup de facto impactera énormément et spécifiquement l'industrie de l'outdoor, mais globalement toutes les industries, c'est l'adaptation, cette trajectoire climat, d'ailleurs il n'y a pas que le climat, mais en gros à ces limites planétaires qui rendent potentiellement la vie impossible dans 100 ou 200 ans, et on n'a pas le choix, quoi. Enfin, et il y a des solutions qui ne sont pas juste la décroissance que certains revendiquent, clairement, mais il y a des solutions scientifiques, mais il faut qu'on arrive à trouver un déclic pour que les sciences sociales soient entendues. Voilà, donc je crois que ça va beaucoup changer. Et évidemment, l'outdoor, c'est encore plus vrai parce que malheureusement, les montagnes sont les pôles, les montagnes, les glaciers sont les premiers touchés par ce qui se passe dans les villes. Ce sont nos sentinelles, en effet. Romain, pour conclure cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil d'un documentaire ou d'un film à regarder ou d'un livre à lire? Ouais, alors ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai dans l'avion il y a pas très longtemps, j'ai regardé un documentaire. Alors pour ceux qui reprennent Air France, ça doit encore être disponible. Ça m'a frappé parce que je suis passionné d'un documentaire sur NTM. Alors vous allez me dire mais il est fou. Ben non, l'histoire de ce groupe. Non mais sincèrement, il faut vivre ça, c'est fou cette histoire de les débuts du rap en France, Joe Star, enfin pour moi c'est le nouveau Banksy quoi. Et c'est juste dingue l'ascension d'un groupe comme celui-ci. Enfin franchement moi ça m'a pris par les tripes. Pour ceux de ma génération qui ont probablement dansé sur NTM ou en tout cas chanté ces paroles vulgaires, regardez ce doc. Là encore dans une idée de l'ascension, le parcours d'une vie quoi. Enfin voilà, ça m'a profondément marqué. Voilà. Après, je pourrais citer des livres plus intelligents et plus intello, mais je trouve que finalement, c'est un bon contre-pied NTM. Merci beaucoup, Romain Millet, PDG de Millet Mountain Group, d'avoir été notre invité. Voici les quelques points clés à retenir de cet épisode. J'ai envie de dire, tout en écoutant Zoom Zoom Zen dans votre Benz Benz Benz. Le premier, c'est que la meilleure façon de provoquer un changement professionnel, c'est d'aller à la rencontre d'autres professionnels. Le second, c'est que pour qu'une entreprise perdure dans le temps, il faut que ses valeurs et sa mission soient parfaitement alignées avec les femmes et les hommes qui la dirigent. Le troisième point, quand c'est difficile, il faut remettre les choses en perspective à long, voire très long terme pour Millet à 100 ans. Le quatrième point, avoir la capacité de planifier à court et long terme permet d'évaluer plus facilement la véritable difficulté de ce que l'on fait, puis de mesurer les progrès accomplis. Et enfin, le dernier point, soyez curieux, bougez, sortez de chez vous. Vous pourrez toujours y revenir si c'est vraiment là que vous vous y sentez bien. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE?
Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.